Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série où aujourd'hui on part pour l'Italie avec deux invités au féminin. La première c'est Élodie Pinel. Bonjour Élodie. Bonjour. Et vous êtes aujourd'hui avec Blitalice Raviola. Bonjour Alice. Bonjour. Alors, je vous présente toutes les deux. Donc, Élodie, vous êtes agrégée de lettres modernes, certifiée de philosophie et titulaire d'une DNL italien. Ça veut dire que vous enseignez en italien. Docteur en littérature médiévale, spécialisée dans l'oralité et dans l'écriture féminine. Vous rédigez des critiques littéraires pour la revue Études et vous participez à des podcasts de critiques de séries, notamment Seriland d'Europe 1 Studio et Qui a peur du féminisme. Et puis, pour nous, vous animez les cycles d'émissions en italien, Histoire en série en VO, sur la perception de l'histoire italienne par les Italiens, justement. Vous écrivez aussi régulièrement pour les éditions du Robert et vous avez participé à l'émission pédagogique La Maison Lumni sur France Télévisions. Quant à vous, Alice, vous enseignez l'histoire à l'Université de Milan, vous êtes membre du comité directeur du Master en Digital Humanities et vous dirigez le Master de Public History avec cette université, la Fondation Feltrinelli de Milan. Vos axes de recherche vont de l'histoire des anciens États italiens à leurs relations diplomatiques avec l'Espagne à l'époque moderne. Vous étudiez aussi les frontières, notamment avec la culture savoyarde entre le XVIe et le XVIIe siècle. Vous avez publié une biographie intellectuelle intitulée Giovanni Botero, Un profilo fra storia e storiografia, je suis désolé pour l'accent italien, paru à Milan en 2020. Voilà, donc aujourd'hui, vous avez déjà toutes les deux enregistré une émission en italien sur les Borgia, donc qui est totalement en VO. On s'est dit, parce qu'il y a eu du succès déjà en italien, mais on s'est dit, tiens, on pourrait faire une émission qui soit pas un copier-coller, qui soit un complément en français ce coup-ci. Donc, et je vous remercie toutes les deux d'être là aujourd'hui pour parler des Borgia. Alors, pour parler des Borgia, il y a plusieurs séries dessus. Peut-être toutes les deux, présentez-nous les différentes séries qu'on va évoquer aujourd'hui. Oui, je commence peut-être avec celle qui a été produite par Canal+. Donc elle s'intitule The Borgia, puisque ça a été tourné en anglais. C'est une série qui est composée de 3 saisons, diffusées plutôt entre 2011 et 2014. Et ce sont 3 saisons qui s'organisent chronologiquement. D'ailleurs, on a une 3e saison qui prend pour titre d'épisode des années. Ça part de 1495 jusqu'à 1503. En fait, les bornes temporelles, ce sont l'accession au trône pontifical de Rodrigo Borgia, donc, qui va devenir le pape Alexandre VI, jusqu'à la mort de Cesare Borgia. Alors, je précise d'emblée que cette mort réelle de Cesare Borgia à l'écran devient, avec une petite astuce scénaristique, en fait une évasion de Cesare vers le Nouveau Monde, ce qui n'est pas du tout contractuel, hein, mais bon, voilà, c'est la fantaisie des scénaristes. Et donc, on a une borne 1492 ou 1503. Qui nous permet de suivre surtout 2 personnages principaux masculins, à savoir Rodrigo et son fils Cesare Borgia, qui sont sans doute les plus célèbres des Borgia, avec un 3e personnage fort qui est celui de Lucrezia, puisqu'elle a aussi une légende attachée à son nom. Et le dernier élément, c'est que cette série s'attache à expliquer, à rendre compte quelque part de la naissance de la légende noire autour des Borgia, tout en proposant sa lecture de la psychologie des personnages et de leur lien au pouvoir. Voilà, et pour moi, si je peux, c'est très intéressant de parler aujourd'hui avec vous de la série de 2011-2013 par Neil Jordan, le producteur canadien, qui s'est produit en 13 saisons
29 épisodes avec la participation de la Hongrie et de l'Irlande et de la série de la BBC 1981 avec Adolfo Celi et autres acteurs très intéressants. C'est une série plus courte, une série de 8 transmissions dans la série d'une Jordan, 29 épisodes. Sont très intéressants. La chronologie est la même de la série de Canal+, avec le début d'Alexandre VI comme pape, à la mort de Cesare, qui est une mort réelle dans ce cas. C'est très intéressant parce que la première, la série de BBC 1981, est une série née sur l'inspiration de I, Claudius, une série de 1976 produite par la BBC. En premier, c'est histoire historique. Et si on considère précurseur le film d'argument historique réalisé par Roberto Rossellini pour la télévision française entre les années 60 et 70, ces séries constituaient une relative nouveauté avec Claudius et les Borgia de la BBC avec Adolfo Celi. C'est vraiment très intéressant d'évoquer, de comparer toutes ces séries-là, parce que, enfin, ces deux séries, parce qu'on voit bien qu'il y a des différences fondamentales entre elles, justement, par rapport à Élodie, vous l'avez dit, notamment parfois la série Canal+, qui s'arrange un petit peu avec l'histoire, on va en parler. Alors, justement, peut-être cette fidélité historique, c'est important de l'évoquer parce que les Borgia, il y a une légende noire, une légende sulfureuse aussi autour des personnages. Donc sur cette première grande thématique qu'on va évoquer tous les trois maintenant, la fidélité historique et les représentations, en parlant des enjeux de chaque série, j'aimerais voir que vous me disiez toutes les deux en quoi, tout d'abord, ces deux séries sont véritablement des réécritures de l'histoire de la part des showrunners, justement, qui ont joué avec certains éléments, souvent d'ailleurs pour faire plaisir au public. Peut-être alors, en commençant par la série sur Canal+. Oui, pour ce qui est de la série produite par Canal+, qui est coproduite aussi par l'Italie et l'Allemagne, on remarque qu'il y a eu un travail vraiment de recherche de son showrunner qui est Tom Fontana. Ça, il l'a précisé dans plusieurs interviews, dont une sur France Inter en 2013. Et donc, il y disait qu'il était lui-même latiniste, qu'il a suivi l'enseignement des jésuites et que, étant latiniste, il a pu consulter des archives en latin à la bibliothèque du Vatican. Donc, il y a un vrai travail de recherche, en fait, de la part de ce showrunner, ce qui n'est pas toujours le cas pour les séries historiques, hein, je pense qu'on le sait tous. Et il l'avait déclaré dans cette interview sur France Inter que la réalité dépassait souvent la fiction concernant les Borgia. Nous, on a envie de dire en tant que chercheurs en général, hein, de toute façon, c'est déjà ce que disait finalement Aristote dans la poétique, mais finalement, il avait aussi décidé de partir de cette idée que la légende des Borgia, ce qu'on sait des Borgia, c'est déjà une réécriture de l'histoire, puisque selon lui et d'autres historiens, et des historiens, ce qu'on sait des Borgia, c'est ce qui a été écrit à leur propos après la mort d'Alexandre VI. Et donc, une fois qu'il y a eu de nouveaux papes, on a voulu discréditer Alexandre VI et ses enfants, dont Cesare et Lucrezia, pour éviter de déstabiliser le nouveau pouvoir pontifical. Et donc, il aurait fallu générer une propagande anti-Borgia en noircissant la légende qui met en avant les orgies, les incestes, afin de vraiment les mettre de côté et les neutraliser, on va dire. Donc ça, c'est pour vraiment l'intérêt de Fontana et de l'histoire en général pour
pour la réécriture de la vie des Borgia. Et puis d'un point de vue peut-être plus littéraire, ce que je remarque, c'est que les Borgia, comme une autre grande famille italienne dont on a parlé dans le cycle d'épisodes en italien, qui sont les Médicis, ce sont des familles italiennes qui ont inspiré nos auteurs français. Spécialement ceux du 19e siècle, les auteurs romantiques. Donc, je citerai pour les Borgia Victor Hugo, qui a écrit une Lucrèce Borgia. Et donc, l'idée, c'est de montrer des familles hantées par l'ambition, dévorées par cette ambition, qui aiment passionnément jusqu'au meurtre. C'est le cas dans Lucrèce Borgia de Hugo. Et donc, finalement, il y a cette alliance qui est très ancienne, en fait, de l'amour et de la mort, de Eros et Thanatos, avec aussi beaucoup de sexe, beaucoup d'érotisme. Et donc, finalement, on trouve que moi je trouve que cette série des Borgia produite par Canal+ s'inscrit dans cette ligne un petit peu romantique, alors que pour moi, mais ça Alice va nous en parler, les Borgia de la BBC, donc de Neil Jordan, s'inscrit plus dans une tradition shakespearienne. C'est vrai, et merci Elodie, parce que dans la série de 2011-2013 de Neil Jordan, produit par lui-même avec Guy Barth et David Leland, directeur proche de Monty Python, l'inspiration c'est totalement différent. C'est une inspiration très proche à la série The Tudors, qui a été très fortunée, avec beaucoup de chance dans le public anglais et français aussi. Et cette série se fonde très beaucoup sur le charisme de Jeremy Irons. Comme acteur, il joue le pape Alexandre VI et il y a une écriture, c'est là qui est, comme a dit Neil Jordan même, a combination of lust, sex and faith. Pour cela, il y a une écriture très dramatique, très noire et une renaissance très noire, très obscure dans sa série, que c'est totalement différent de la série de 1981, qui est basée sur la biographie de César Borgia de Sarah Bradford, 1976, une biographie historique romancée, mais respectueuse des événements historiques, avec une bonne capacité de garder ensemble les événements privés de Borgia avec le contexte politique de la Renaissance italienne. Si nous faisons une comparaison entre les deux séries, il y a une théâtralité plus évidente dans la série 1981 pour la mise en place, que c'est pas trop dynamique, c'est plus statique. Mais il y a beaucoup de théâtralité, des scandales, des coupes, des événements impressionnants dans la série de Neil Jordan, qui ne s'est pas terminée. Il y a 29 épisodes, mais n'a pas eu une critique très bonne et pour cela, le produit, ce n'est pas terminé du tout. Il y a quelque chose de très intéressant à voir quand on parle des séries aujourd'hui, c'est de voir ces allers-retours, j'allais dire, entre le passé et le présent et de voir comment parfois les showrunners qui écrivent, qui travaillent sur ces séries-là ont en tête un contexte actuel et ont tendance à le calquer sur une période désignée. Alors ici, j'aimerais vous poser à toutes les deux la question, on a l'impression quand on voit ces deux familles-là, parfois dans les séries, que ce soit celle de la BBC ou celle de Canal+, qu'on a affaire à travers les Borgia. Alors je ne sais pas si c'est parce que c'est le contexte italien, mais qui donne des idées aux showrunners, mais on a parfois l'impression que ces deux familles-là sont des familles un petit peu mafieuses avant la lettre. Elles sont représentées en tout cas comme telles dans les séries. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, mesdames ? Alors, pour commencer par la série de Canal+, enfin de Tom Fontana, je vais la désigner comme ça, ce sera plus simple. En effet, l'accent est mis sur des conflits entre familles, puisque c'est ce qu'il se passe lors des conclaves, au sein de chaque duché ou royaume. Il y a des luttes entre familles pour avoir le pouvoir. Donc, les grandes familles sont les Orsini, les Colonna, les Sforza, les Borgia, les Médicis. Et donc, ces grandes familles ont toutes des cardinaux
au sein du Vatican qui, à tour de rôle, essayent, lorsqu'un pape meurt, d'être élu pape et d'allier, de faire alliance entre elles ou voire de s'allier contre un autre. Et donc ça, on le voit à la fois d'ailleurs dans ces Borgia de Tom Fontana que dans les Médicis de Frank Spotnitz. D'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'il y a des crossovers entre les deux. Ce qu'on peut en dire, c'est que c'est ce qui fait un peu l'intérêt de la série. C'est la dimension de stratégie interne, de stratégie politique interne au Vatican qui, à mon sens, avant cette série-là, avait été pas tant traitée que ça. D'affronter cette réalité qui était qu'à la Renaissance, la papauté, c'était une chose politique, elle le savait encore, hein, mais qui pouvait sembler choquant du point de vue du naïf. Là, je pense à Du Bellay qui arrive au milieu du XVIe siècle à Rome et qui, à la suite d'un cardinal qui est de sa famille et qui déchante totalement et qui écrit des regrets pour plein de raisons, mais aussi parce qu'il a eu cette désillusion au Vatican, face à Rome, à la Renaissance. Donc, c'est la même expérience que nous invite à faire cette série-là des Borgia. Et ce que je peux peut-être ajouter, c'est que l'auteur du livre dont a été tirée la trilogie Le Parrain, lui, s'était inspiré d'un des Borgia pour un de ses personnages. Donc, c'est qu'il y a quand même une intertextualité assez forte entre cet imaginaire des familles claniques mafieuses et la manière dont on perçoit, nous, les luttes de pouvoir entre familles à la Renaissance en Italie. Oui, je suis d'accord. C'est très intéressant sa vision, mais je pense que c'est pas trop souligné dans la série de BBC, la première, 1981, où le caractère aussi espagnol de Les Borgia est très, très, très souligné. Je cite une petite part de l'œuvre. Oh, pardon, pardon Nicolas, je suis un petit peu en confusion. Alors, je cite, si tu peux couper, je pense que tu peux couper pour la production. Alors, je cite une petite part de l'œuvre de Jacopo Burckhardt, La civilté de la Renaissance en Italie, où ils disent « Les Borgia ne sont plus italiens des Aragonaises de Naples. Alexandre parle en public avec César en espagnol. Lucrezia est célébrée par serviteurs espagnols à son entrée à Ferrara, où se présente avec une toilette espagnole. Les serveurs les plus fidèles sont espagnols et donc aussi la célèbre soldatesque de César dans la guerre de 1501 est espagnole. C'est là pour dire que oui, il y a une vision de la politique italienne qui est très machiavélique, bien sûr, mais il y a dans ces séries aussi un respect pour la vision réelle, historique de la Renaissance italienne. Et ce qui est très bien souligné est que le pape est un prince comme les autres. Et son rôle, c'est le rôle de gouverner un État territorial et de faire la guerre contre les autres États italiens, mais aussi étrangers, l'Espagne aussi, la France surtout, pour conquister avec César toute la péninsule italienne. Cela, c'est très intéressant. Aussi, c'est très intéressant dans la série de Neil Jordan, cette vision, oui, des clans très impliqués. Tous les sœurs et tous les frères sont très amants les uns avec les autres. Il y a très explicite l'histoire de l'inceste qui dans les séries de la BBC, la première, est évidente seulement pour Alexandre VI et Lucrezia. Dans les autres deux séries, l'inceste est une pratique commune de la famille Borgia et cela, c'est par le public très intéressant, par les historiennes un peu problématiques. Il y a un autre aspect aussi important qu'on voit dans la série, c'est la question de la violence. Cette question de la violence qui est une question aussi assez centrale dans les séries historiques et notamment les séries qui traitent du Moyen-Âge, de la Renaissance, voire de l'époque moderne. Qu'en est-il
pour ces deux séries-là, sachant véritablement, est-ce que là aussi on colle à la réalité ou est-ce qu'il n'y a pas une certaine représentation fantasmée de la violence comme on peut voir apparaître dans d'autres séries, par exemple, hein, vous parliez tout à l'heure des Tudors, il y a aussi certains aspects dessus qui ont été rajoutés là, comme on a vu sur les costumes notamment dans l'épisode avec Élise Urbain. La violence, vraiment dans ces deux séries, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est du fantasme ou c'est au contraire assez bien représenté? Alors, pour ce qui est de la série de Tom Fontana, la violence, c'est un des points d'intérêt, c'est un des éléments du pitch qui fait que cette série va être intéressante. Pourquoi? Parce que le pitch de départ, on a envie de dire, c'est on est au sein du Vatican et on va avoir affaire à quelque part ce qui est présenté comme le pire pape de tous les temps, parce que le plus violent, le plus vulgaire, le plus sexuel en un sens, le plus scandaleux. Donc, il y a une attente par rapport à ce sujet des Borgia. Et ce que je trouve assez remarquable dans la série de Tom Fontana, c'est que certes, la violence a une place, je vais préciser laquelle, mais elle n'est pas, il n'y a pas de surenchère de violence. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas Game of Thrones. Donc, il y a un intérêt et il va être développé de manière, je trouve, documentée et historique. Cet intérêt, il va beaucoup se concentrer aussi autour de la figure de Cesare, qui initialement doit avoir une carrière ecclésiastique, d'ailleurs, contre laquelle il peste parce qu'il n'a pas envie d'être un homme d'église, et qui va devenir finalement l'homme de guerre qu'il ambitionnait d'être, puisqu'il va être condottiere. Mais cette dimension d'homme de guerre, elle est quand même bien rendue, elle est vraisemblable, elle est crédible dans son traitement. Je rapporterai quand même une inexactitude qui avait été relevée par Umberto Sacchi, qui était intervenu dans l'épisode en italien, donc qui est un élève d'Alice et qui a consacré son mémoire de master à la représentation justement de Cesare Borgia dans les séries, les jeux vidéo, et qui indiquait que Cesare, en tant que condottiere, ne pouvait pas être en première ligne des combats. C'est un stratège, donc il est plutôt à l'arrière-plan. Et on le voit, par exemple, lors du siège de Forlì, discuter avec Catarina Sforza, qui est sur... qui est en hauteur, là, et bon, ça ne marche pas très bien. Mais il n'y a pas d'amplification de la violence. La violence est là, mais elle n'est pas trop présente. Je trouve qu'elle elle est bien représentée dans sa réelle importance, dans sa matérialité de l'époque, mais sans exagération, en tout cas pour cette série. Oui, c'est le même dans la série BBC 1981, où il y a beaucoup de violences privées aussi, parce que la violence de cette série, c'est une violence aussi dans la maison, une violence domestique, une violence à l'intérieur de la famille, en particulier les rapports entre César et son frère Juan, c'est très violent, et c'est là, c'est très valorisé dans sa série parce que César est indiqué comme l'assassin matériel de son frère Juan. Mais à l'extérieur, non, il n'y a pas beaucoup de violence et l'épisode de Forlì, par exemple, n'est pas trop évoqué. Dans la série de Neil Jordan, l'élément de la violence, c'est plus utilisé pour toutes les scènes de guerre. En particulier, c'est là de Forlì, qui est très empathisé avec le personnage de Caterina Sforza, qui est très, très violent aussi, très déterminée, une femme très déterminée. Et dans sa série, elle est passée à l'histoire pour un geste peut-être pas vrai quand son fils est menacé de mort par César et elle dit à César avec sa robe dans les mains, oui, tu peux tuer mon fils parce que je suis prête à faire des autres fils avec des autres hommes. Et pour cela, il y a des épisodes de violence très évidents. Mais dans les deux séries, je pense que la violence physique est demandée à deux personnages de contour, mais très bien représentés, qui sont Michelotto et Ramiro, qui sont les serviteurs et les ombres très fidèles jusqu'à la fin de César.
Il y a aussi la question, je vais vous poser, parce que ça c'est inhérent à l'Italie médiévale, à l'Italie de cette époque, de la Renaissance, c'est les rapports entre les grandes puissances temporelles entre elles. On a évoqué hein, un petit peu les rapports avec les familles, mais les rapports entre les grandes puissances entre elles temporelles et aussi spirituelles, on voit bien l'enjeu principal ici d'être pape. Bien sûr, mais pape, c'est une puissance spirituelle, mais c'est aussi à l'époque, on l'oublie aujourd'hui avec le Vatican, mais ça a été une grande puissance temporelle en Italie avec de nombreux États au centre. Alors justement, comment est-ce que tout ça est représenté dans les deux séries? Alors, pour ce qui est de la série de Tom Fontana, c'est extrêmement, à mon sens, bien représenté. Parce que justement, rappeler qu'il s'agit aussi d'une puissance temporelle, c'est au centre de de ce show, de cette série-là, si bien qu'on va être amené à suivre l'action politique d'Alexandre VI, les audiences qu'il accorde, le fait qu'il reçoive des envoyés délégats, des ambassadeurs de différentes puissances, les décisions qu'il a à prendre, notamment sur le nouveau monde, même si le terme est employé anachroniquement, un peu trop précocement, c'est-à-dire le terme apparaît historiquement plus tard, mais bon, il est déjà utilisé dans la série comme s'il était déjà commun dès la découverte du nouveau monde. Donc, il y a les rapports en fait mondiaux. Alors, ce n'est pas risque, hein, mais un petit peu. Ce qui va être très intéressant, c'est surtout, je trouve, à partir de la saison 2, les rapports géopolitiques avec le royaume de Naples, le duché de Milan, le royaume de France qui va être qui va être allié avec le duché de Milan, et puis aussi d'un autre côté, le lien conflictuel avec l'Empire ottoman. À un moment, il y a un envoyé de Bajazet qui se rend à Rome, parce qu'il faut peut-être rappeler que l'oncle de Rodrigo Borgia, donc l'oncle d'Alexandre VI, était déjà pape et avait envoyé une croisade jusqu'à Constantinople. Donc, il y a une continuité là-dedans, au niveau de l'histoire, qui est reflétée au niveau de la série. Et donc, il y a la question de l'alliance ou de l'attaque de la République de Venise par les Ottomans. Donc, la question géopolitique est bien traitée, fidèlement, pas forcément dans tous ses détails, pas forcément le plus subtilement possible, hein. Il faut quand même que ce soit assez digeste pour le spectateur non averti. Mais c'est pour moi un des traits forts de la série, c'est une réelle documentation. Et dernier point sur lequel je finis, c'est que cette alliance du pouvoir temporel et spirituel, c'est presque un conflit intérieur à Cesare qui lui-même au début doit être est cardinal mais en fait veut être autre chose, et aussi c'est une contradiction interne au fait que ce pape ait des enfants, c'est pas le seul hein, bien sûr, mais qui fait que pour pouvoir asseoir aussi installer une dynastie, dans la mesure où le fait d'être pape ça ne s'hérite pas, il doit installer ses enfants à des places stratégiques pour qu'ils aient un pouvoir temporel, eux. Et qu'il puisse comme ça assurer sa postérité. Donc, à mon sens, c'est une série qui est intéressante en effet sur ce point. Oui, c'est le même par les autres deux séries où il y a, surtout dans la première, la nécessité aussi de familiariser le public avec une histoire très difficile, très compliquée, et en particulier dans la série de 1981, il est souligné très bien les rapports très difficiles avec Milan. Et avec Milan et la France. Et cela, c'est très bien delinéé en deux épisodes en particulier. Et en particulier avec la relation avec les Sforza. C'est très critique, cela, dans la série. Mais aussi, il y a les rapports avec l'Espagne, comme la monarchie, qui est protégée, les Borgia aussi, pendant les rapports difficile entre l'Église et Naples, bien sûr, dans ces moments. Et aussi, il y a une première caractérisation de la dynastie Estense de l'Est avec la famille qui va s'allier avec Lucrezia Borgia après, et avec tous les rapports avec la Romagna, qui est la part de l'Italie que César va militairement à conquister. Dans la série de Neil Jordan, le jeu politique peut être un peu plus international.
il y a beaucoup sa dimension méditerranée de l'Italie aussi, mais la France surtout est l'antagoniste de la famille Borgia. Et dans ces moments, les Borgia comme Espagnols et comme représentants de ces légendes noires que vous avez évoquées sont les ennemis jurés de la France partout l'époque moderne. Une question est vraiment aussi fondamentale quand on a en tête ces deux séries-là, quand on a en tête cette famille-là, c'est la question de la sexualité, la question de la relation au corps, de comment c'est représenté là-dessus. Alors, est-ce que on peut se dire, voilà, cette série, c'est vraiment du voyeurisme? On a vraiment joué sur notamment sur Lucrezia, puis sa relation avec son frère. Est-ce qu'on a joué là-dessus ou au contraire, il y a un fond de réalité historique là-dessus, mesdames? Alors, concernant la série de Tom Fontana, c'est là aussi un des intérêts pour le spectateur, pour le téléspectateur, que de voir comment vont être traitées ces allégations d'inceste, père-fille et frère-sœur. Et là où la série est assez admirable, c'est qu'elle arrive à nous montrer à partir de je ne sais pas comment dire, quel type de connivence, de complicité, d'affection les témoins malveillants ont pu broder une histoire scandaleuse. Sans aller dans le sens de l'histoire scandaleuse. C'est-à-dire que dans cette série de Canal+, il y a un lien quand même très, très étroit entre Lucrezia et Cesare, mais on ne va pas dans l'inceste. Même chose entre Rodrigo, donc entre le pape et sa fille. On entend ces rumeurs, il leur est rapporté que ces rumeurs circulent, et, enfin, notamment pour le pape. Et il y a un clin d'œil ici, il y a un clin d'œil à l'histoire, mais Tom Fontana n'a pas voulu suivre cette hypothèse-là. Néanmoins, la sexualité est présente, évidemment, puisque ce qui nous choque, c'est que, et ce qui choquait déjà à l'époque, c'est que le pape, les cardinaux entretiennent des maîtresses et des familles et des bâtards, et qu'en plus, ils fassent passer leur fils pour leur neveu, pour certains, et qu'ils les nomment cardinal ainsi. C'est de là que vient le terme népotisme, de l'italien nepote, qui veut dire neveu. Bon, alors parfois c'était des vrais neveux, parfois c'était plutôt des fils. Donc ça nous choque. Et donc là où la série prend vraiment au pied de la lettre cette dimension historique scandaleuse, c'est qu'elle nous introduit dans la chambre à coucher du pape et qu'on assiste à quelques scènes érotiques entre le pape et sa maîtresse à l'époque, donc Giulia Farnese, qui est beaucoup plus jeune que lui, qui va avoir un enfant de lui. Et alors, là où on pourrait avoir quelque chose de voyeuriste plutôt, finalement, ça reste assez correct. J'ai envie de dire, c'est peut-être le fait que ce soit des producteurs américains, je ne sais pas, qui fait qu'on ne va pas dans le trash, et que finalement, la manière dont est filmée la sexualité, le désir, reste quand même assez esthétique. Alors, c'est pas forcément pour autant historique, puisque on sait que, si je vais citer Michel Zinc pour ça, le terme érotisme n'est pas un terme ni médiéval ni renaissant. Il y a de la galanterie, enfin le terme galanterie même va être un peu plus fin 16e, 17e, mais il y a de la séduction, mais il n'y a pas le rapport au corps comme nous, on peut l'avoir développé au 20e puis 21e siècle. Donc, ce sont des scènes d'amour qui sont des scènes d'amour de 2011, bon, ça c'est sûr, mais on n'exhibe pas les corps pour faire du buzz, on va dire, comme ça aurait pu être le cas, parce que vu qu'il y a le scandale des orgies, les rumeurs d'orgies, etc., on aurait pu avoir des choses vraiment choquantes à dessein. C'est pas du tout la ligne qu'adapte la série, je trouve qu'elle est aussi intéressante pour ça. Oui, dans la série Denis Jordan, par contraire, la sexualité, c'est très exagéré. Il y a une utilisation de l'érotisme très explicite, et la relation entre Lucrezia et son frère César est très explicite aussi. Beaucoup de fois, il y a des scènes de sexe explicites, mais c'est intéressant à voir que dans la série
série de la BBC 1981. Ce thème de la sexualité est plus velé, c'est plus évident, mais c'est très évident dans l'érotisme d'Alexandre VI avec Julia Farnese, bien sûr, et avec sa fille Lucrezia aussi. La scène de l'inceste avec Lucrezia est très soulignée, pas montrée à spectateurs, mais très évident. Mais dans sa scène, Lucrezia, c'est pas protagoniste, mais c'est une victime. C'est un aspect très intéressant. Et dans la série de 81, il n'y a pas un rapport explicite entre Lucrezia et César. Les deux frères s'aiment beaucoup. César aime peut-être Lucrezia un amour, un érotisme physique, mais Lucrezia pas. Elle n'aime pas son frère dans cette manière. Et pour cela, c'est plus respectueuse des sentiments de la Renaissance. Mais il y a un personnage féminin que c'est pas Julia Farnese dans cette série, mais c'est Sancha d'Aragona, laquelle est l'incarnation de toute la libido de la série. Elle est là vraiment la Lucrezia de ces séries, peut-être une manière plus évidente. Dans la deuxième partie de cette émission qu'on enregistre ensemble sur les Borgia, j'aimerais maintenant qu'on rentre un petit peu dans la personnalité des différents personnages qui sont représentés dans ces deux séries-là, en commençant bien sûr par celui qui est le chef de famille, Rodrigo, qui est pape. Comment est-ce qu'il est représenté? Et là aussi, on va essayer de voir, d'essayer de comprendre ce qu'on voit depuis le début de l'émission. Est-ce que les portraits qui en sont faits de tous ces personnages qu'on va analyser, c'est la réalité ou au contraire, il y a les différents shows ont tendance à jouer des présentations qui sont apparues un peu plus tard? Alors peut-être sur Rodrigo en premier. Pour ce qui est de Rodrigo Borgia, donc le pape Alexandre VI, je vais peut-être commencer par parler du casting, à savoir que c'est John Doman qui l'incarne, c'est un acteur américain qui a une cinquantaine d'années au moment du rôle, qui a plutôt, on va dire, un physique de... comment dire ça, de biker américain un peu, je sais pas, de rocker américain, enfin qui a une voix très grave, qui a une carrure importante. Alors en cela, il y a une fidélité historique. On a un portrait d'Alexandre VI comme de tous les papes, où en effet il est assez en chair. Là où l'Alexandre VI réel est assez disgracieux et assez laid, John Doman a le charisme de sa carrure, de sa voix. On sent que ça a pu être un homme à femme. Et ça colle assez bien d'ailleurs avec ce que nous on se représente du pape Alexandre VI, dont on voit d'ailleurs l'ex, on dirait, Vanessa Catanei, pardon, donc la mère de Cesare, Lucrezia, Juan et Goffredo, qui est toujours dans l'entourage en fait. Donc je trouve que ce choix de casting est intéressant parce que on sent aussi l'autorité du patriarche à travers cet acteur-là et à travers sa carrure. À mon sens, il l'incarne aussi correctement, même s'il lui donne un côté un peu peut-être vulgaire, mais je crois que c'était la manière dont était perçu justement Rodrigo Borgia par les Italiens en tant que catalan, en tant que quelqu'un qui n'est pas de leur langue originelle, qui n'apparaît qu'eux, et qui semble moins noble aux colonna Orsini, etc., qu'ils ne le sont. Donc, en ce sens, ce choix de casting est vraiment intéressant, même s'il a son accent américain qui fait que, bon, voilà, c'est un peu spécial. Alors que, je vais laisser Alice en parler, Jeremy Irons, il l'incarne d'une manière très différente, Rodrigo Borgia. Oui, Jeremy Irons a été le personnage autour duquel Neil Jordan a construit toute la série, mais je pense qu'il n'a pas la physicité ni l'attitude pour jouer le rôle d'Alexandre VI. Au contraire, Adolfo Celi, qui est un acteur italien, était très, très connu
aussi pour jouer dans 007 et James Bond et autres films très célèbres. Il a joué très bien, hein, ce personnage très vulgaire, comme a dit Élodie, physiquement très grande, très grosse et boulimique, dans les sentiers sexuels, dans les sentiers alimentaires. C'est très intéressant en fait que dans la série de 81, il y a une scène censurée pour le public italien parce qu'elle est trop scandaleuse pour la jeune italienne qui a été accoutumée à un rapport avec l'Église aujourd'hui aussi très proche, non, très catholique. Et il y a une censure dans la scène du banquet de Châtaigne qui a été un orge avec le pape présent. Et dans cette scène-là, Adolfo Celli, c'est très, très valide, tout rousse dans le visage, il boit beaucoup. Jeremy Irons est un grand acteur, bien sûr. Il joue plus psychologiquement. Et son face ici est très, très sophistiquée, trop sophistiquée pour ce type de représentation de la Renaissance italienne. Et le personnage presque central aussi, celui en tout cas qui fait se poser beaucoup de questions à travers ces deux séries, c'est Cesare. Cesare, parce que vous l'avez dit en introduction, hein, on a joué un petit peu avec son histoire, justement. Qu'est-ce qu'il en est véritablement dans les deux séries? Cesare, dans la série de Tom Fontana, donc il est incarné par Mark Ryder, qui est un jeune acteur. En réalité, pour moi, c'est le personnage principal de cette série, puisque la première saison est centrée sur Rodrigo Borgia. On a déjà Cesare qui est en bonne part, mais qui est en rivalité avec Juan, qui semble être le fils préféré, celui qui va être le guerrier, hein, selon dont on a l'habitude dans les familles nobles, avec le premier qui va hériter, le deuxième qui va être dans les ordres, etc. Et en fait, on voit l'ascension de Cesare. Aussi parce que les autres disparaissent, donc forcément il reste que lui, mais on se demande si c'est pas lui qui tue son frère, etc. Et Cesare va devenir central dans la deuxième saison, puis dans la troisième saison, à encore plus forte raison, puisque finalement ce qui clôt la série, ce n'est pas la mort de Rodrigo, c'est la mort de Cesare, ou en tout cas dans la version de Tom Fontana, son évasion. C'est vraiment Cesare qui va porter la série, qui va nous faire voyager aussi, puisque finalement le monde vient jusqu'à Rodrigo Borgia en tant que pape, mais c'est Cesare, lui, qui va dans le monde. C'est lui qui va aller faire le siège de Forlì, qui va aller au royaume de Naples, qui va rencontrer le roi de France. Et donc, c'est vraiment un fil conducteur important. Et au niveau de l'acteur, on voit aussi une subtilité de jeu, c'est-à-dire qu'il est capable de jouer l'homme de foi, il y a des moments où il va y avoir quand même des éclairs de foi, et aussi l'homme dévoré par l'ambition politique, et même au-delà de la politique, tout simplement les rêves de gloire, parce que finalement, c'est la gloire qui l'intéresse, tel qu'il est présenté dans la série, hein, plus que la politique. Et on sait que c'était un personnage, en effet, ambitieux, qui a été décrit comme tel par Machiavel dans Le Prince, même si bon, c'est sans doute moins bon stratège que n'a bien voulu le présenter Machiavel. Je trouve que dans la série, cette dimension-là est bien traitée et bien incarnée par ce jeune acteur. Oui, dans la série de Neil Jordan, l'acteur qui jouait le rôle de Cesare, François Arnault, jeune acteur canadien à l'époque, très beau, bien sûr, comme les présumés, un portrait de Cesare nous a habitués. Et ce César-là, c'est un César très ambitieuse, comme a dit Élodie aussi, très physique, très violent, avec beaucoup d'ironie aussi, et la volonté de gagner tout, avec une relation con son père de complicité.
Au contraire, dans la série de 81, César Borgia est joué par Oliver Cotton, qui était un acteur de théâtre anglais, élève des grands acteurs comme Laurence Olivier. Et sa récitation est plus théâtrale, comme je dis, très ferme, mais très violent aussi dans la mirade et dans la relation avec son père, qui est très conflictive. C'est très intéressant son rôle dans les conclaves. Pour cela, les dialogues entre le père et le fils sont très, très intéressants dans ces visions de l'ambition de César, qui est son ambition utilisée de façon instrumentale pour son père. Mais César ne veut pas que son père utilise sa ambition dans cette façon-là, et César s'est construit un niveau personnel d'action avec Michelotto et avec Ramiro. C'est très intéressant parce qu'il y a, et après nous on va analyser cela, il y a une relation directe dans ces moments entre César et Machiavelli aussi. Il y a un dialogue et c'est très intéressant que dans l'historiographie contemporaine aussi, la figure de César a été empruntée à les portraits de Machiavelli. Bien sûr, il y a aussi la vision de Guicciardini dans la figure de Cesare Borgia et aussi la vision divulguée pour Jules II, qui est le grand ennemi d'Alessandro VI dans les deux séries. Puis il arrive le personnage, le troisième personnage, j'allais dire, de cette, je ne sais pas si on peut qualifier ça de trilogie. Je suis assez d'accord avec ce que disait d'ailleurs Élodie, l'idée que dans la série Les Borgia de Tom Fontana, c'est vraiment Cesare qui est au cœur de toute l'intrigue. Et donc, qui dit Cesare dit souvent par rapport à justement toute la légende noire qui s'est nouée avec sa sœur, c'est Lucrezia qui fait figure d'ailleurs toujours d'un certain érotisme d'ailleurs et puis d'une certaine relation particulière avec son frère là-dessus. Alors comment est-ce que là aussi les séries ont représenté ça? Est-ce que là aussi on est sur de la réalité ou au contraire est-ce qu'on a relayé une certaine légende noire qui est apparue plus tard, vous l'avez dit notamment au 19e siècle sur les Borgia? Alors, pour ce qui est de la série Canal+, non. Je trouve que justement, on a fait un traitement juste de cette figure qui a été étudiée par les historiens et qui a été pratiquement réhabilitée par les historiens du XXe siècle. Alors, dans la série Canal+, donc la série de Tom Fontana, je cite quand même le nom de l'actrice, c'est Isolda Di Shock. Je la cite d'une part parce qu'elle a une ressemblance physique évidente avec la vraie Lucrezia telle qu'elle nous est restée à travers les peintures. Alors, il y avait par exemple Bartolomeo Veneto qui a peint Lucrezia Borgia. Donc, on a une trace de ses traits, on sait à quoi elle ressemblait. Et dans cette série Tom Fontana, Isolda Di Shock lui ressemble. Donc, on peut se projeter. Elle a ce blond vénitien qui est celui qui est à la mode à la Renaissance. Donc, tout est vraiment raccord. De la même manière, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais que Mark Ryder ressemble au vrai Cesare. Et d'ailleurs, dans les deux cas, il y a un moment, alors pour Lucrezia, c'est dans la première saison, et pour Cesare, c'est dans la saison 3, même dans les tout derniers épisodes, où on fait le lien entre le portrait qui nous est resté d'eux et le moment où il est réalisé. C'est-à-dire qu'on a un épisode, dans chacun des cas, où on les voit se faire peindre, ce qui est très intéressant en fait. Et ce qui est amusant concernant d'ailleurs Lucrezia, c'est que Giulia Farnese est là aussi. Elle lui dit « Ah, toi, on te peint en quoi en Sainte-Catherine, moi, ça va être en la Vierge, c'est mieux, nananaire. » Donc, et c'est comme ça qu'ils arrivent jusqu'à nous, en fait. Et on arrive à faire coïncider leur représentation à travers ces acteurs avec l'image qu'on en a aujourd'hui, qui est censée être le reflet de la réalité historique. Et on se dit, s'il y a eu une déformation, finalement, c'est parce que ces acteurs ressemblent plus à la réalité que la portrait qu'on en a. Donc, c'est très bien amené, en fait. Et alors, à part cette ressemblance physique, et pour rejoindre la question, pour répondre à la question sur la légende qui entoure Lucrezia,
c'est un personnage qui évolue positivement dans la série, comme elle évolue positivement dans sa vie propre, telle qu'on a pu l'étudier depuis le XXe siècle. Et donc, ce personnage gagne en maturité, gagne en importance. Dans la première saison, elle est un peu folle. C'est une adolescente qui a l'air d'être en proie à ses hormones, qui est complètement instable, qui pleure auprès de son père parce qu'elle veut absolument consommer son mariage et que lui a dit que non, alors, ma premier mariage avec un Sforza, puisqu'il va être annulé après ce mariage pour cause de non-consommation, justement. Donc, il y a une stratégie de la part de Rodrigo en lui disant de ne pas consommer le mariage. Et donc, on la voit, et en effet, elle aime son mari et elle est adolescente. Et Isolda Di Chò, quand elle joue ce rôle pour la saison 1, elle a 18 ans. La vraie Lucrezia avait 13 ans. Donc, c'était sans doute pas le même type de comportement, mais là, on a vraiment accentué sur le comportement adolescent et on la voit gagner en maturité avec l'âge adulte, avec les grossesses, avec la perte des enfants. Et on est en empathie avec ce personnage qui devient un vrai personnage admirable sur le plan moral et qui va devenir une mécène, quelqu'un de réfléchi. Et dans la dernière saison, elle va remplacer son mari Deste donc quand il n'est pas là pour recevoir les courtisans, pour recevoir les nobles qui ont besoin de se faire entendre d'elle. Donc, à mon sens, c'est un beau personnage féminin qui est justement incarné et très bien écrit. Oui, dans la série Denis Jordan, Lucrezia Borgia est jouée pour Holly Granger, qui est une actrice britannique, très jeune et très jolie aussi, très rassemblant. Si nous pensons à les portraits que nous avons tous devant quand pensons à Lucrezia Borgia. C'est un personnage très fraîche, mais très engagé dans les rôles politiques avec son frère quand elle est adolescente, et très, très, très habile avec son père aussi à construire la trame politique du Borgia. C'est un clan. Ils disent tout le temps, nous sommes une famille, nous sommes unis. Dans la série directe pour Farnham de la BBC 1981, Lucrezia Borgia est très petite. Elle est jouée par une actrice australienne, Louise Lambert, qui a joué avant avec Peter Weir dans la pellicule Picnic à Hanging Rock. C'est très beau et aussi très bon comme actrice et très réservé, un petit peu timide. Et c'est un Lucrezia Borgia très, très, très revisité, mais c'est une revisitation, comme a dit Elodie aussi, historiographique. Il faut dire que dans l'historiographie italienne, par exemple, il y a été une réévaluation de Lucrezia Borgia avec les romans de Maria Bellonci, Lucrezia Borgia 1939, un roman très intéressant parce que il écrit dans le point de vue de la même Lucrezia et avec sa correspondance d'archives. Et pour cela, c'est une personne, une femme qui est née dans une famille politique, bien sûr, mais qui a appris dans sa vie des violences aussi, des abus sexuels aussi, à gouverner. Et pour cela, le final de la série de 81, parce que là, Denis Jordan, c'est pas terminé, elle va à Ferrara comme une femme de gouverne, comme une femme qui peut stabiliser et gouverner comme avec son frère, qu'il n'y a pas, et après son père, les États italiens. Autres personnages qui sont majeurs, j'aimerais qu'on voit maintenant ceux qui vont jouer un rôle dans l'Église. Alors, dans les familles, vont se succéder d'ailleurs à l'élection des différents papes par la suite. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces hommes d'Église qu'il y a autour, justement, du pape ici, Borgia, dans les familles Farnèse, Medici et puis Della Rovere, par exemple? Comment est-ce qu'ils sont représentés? Là-dessus aussi, on voit bien les intrigues et les enjeux familiaux à travers eux d'ailleurs.
Oui, pour la série de Tom Fontana, ce que j'aimerais relever, c'est que ces personnages de cardinaux, que sont Alessandro Farnese, Giulio de Medici, Giovanni de Medici, et puis aussi Giuliano della Rovere, ce sont des personnages finalement dans l'ombre. Et c'est vraiment un choix de point de vue, hein, parce que Giulio et Giovanni de Medici, on les voit aussi dans la série des Médicis. On les voit dans la saison 3, en fait, lorsqu'ils sont tout jeunes et qu'ils partent justement pour accomplir leur destin d'ensuite cardinaux. Ils vont être des papes quand même, hein, ils vont devenir Clément VII et Léon X, de la même manière que Giuliano della Rovere va être pape. Et malgré tout, dans la série Les Borgia, on a l'impression que ce sont des faibles, enfin pas Giuliano della Rovere, mais pour les Médicis, qui sont un peu falots en fait, qui manquent d'épaisseur. Alessandro Farnese, c'est pareil, il a un physique moins avantageux que Cesare, il est toujours dans la suite de Cesare, et à un moment d'ailleurs, il s'entraîne pour pouvoir le battre, parce qu'il va devoir le défier, mais c'est un peu le faire valoir en fait. Alors que dans la réalité, c'est plus complexe que ça. Donc là, c'est vraiment un parti pris de narration, de mettre en lumière Cesare, quitte à écraser tous les autres. Puisque finalement, on adopte le point de vue de Cesare lui-même, voire des Borgia eux-mêmes, par rapport à ceux qui les entourent. Ils estiment être à part, d'où l'utilisation de l'espagnol notamment, entre eux, et ils estiment devoir lutter pour avoir ce pouvoir qui leur revient légitimement quelque part. Et donc, il y a vraiment une distorsion optique, une distorsion de la vue, de la narration par rapport à ce parti pris qui est d'épouser le point de vue des Borgia. Oui, je me limite à parler un petit peu de Giuliano della Rovere, que je pense qu'il était un personnage très important dans les séries et surtout dans l'histoire de la famille Borgia et du destin et de la chance de la famille Borgia dans l'histoire et l'historiographie italienne. Il jouait très bien dans les deux séries. Il est un personnage central parce qu'il est l'acteur des tentatives de faire tomber les papes. Chaque fois, il est l'acteur du conclave et il est l'acteur de la relation aussi entre César et son père, relation, comme je dis, très critique et très difficile. Et après, il y a Giuliano della Rovere avec Ascanio Sforza, qui est un personnage un petit peu inférieur, mais très influent aussi dans la cour de Rome. Et je souligne que les conclaves sont très intéressants dans ces séries parce qu'il y a des dialogues bien formulés, des dialogues qui respectent la langue italienne aussi de la Renaissance. Il n'y a pas des anachronismes trop grands. Il y a les tentatives d'utiliser aussi des sources contemporaines comme les mémoires de Burcardo, qui a été écrivaine et secrétaire d'Alexandre VI. Pour cela, tout ce qui concerne sa part, qui peut être moins intéressant pour le public parce que c'est la moins scandaleuse, pour les historiens, c'est la part plus intéressante, au contraire, parce que c'est la part où réellement se peut voir la complication, la difficulté de la gestion du pouvoir à la Renaissance. Il y a une historienne italienne très connue qui s'appelait Paolo Prodi et qui a écrit un livre intitulé Il Sovrano Pontefice. Pendant ces personnages collatéraux, c'est très évident que oui, les princes et les papes sont la même personne et qu'il y a une politique géopolitique très compliquée qui de Rome se déroule par toute l'Europe. Dernière question, mesdames, autour de grands personnages de notre histoire, de l'histoire italienne, mais de notre histoire aussi, que l'on voit ici en arrière-plan, qui apparaissent, que ce soit Machiavel, Léonard de Vinci, voire Savonarola. Comment est-ce qu'ils sont représentés justement par rapport à ces grandes familles-là qu'on a évoquées, Medici, Re della Rovere, Borgia, et comment est-ce qu'on a réussi finalement à intégrer leur histoire à eux à l'histoire de la famille des Borgia?
Alors, je commence par la série de Tom Fontana. Donc, à mon sens, ces personnages historiques majeurs sont traités comme on dirait des guests, c'est-à-dire des invités de prestige qui apparaissent dans la série, donc qui font en fait vraiment une apparition le temps d'un épisode, 2 épisodes, 3 épisodes. Léonard de Vinci est plus discret dans les Borgia. On a plus, bien sûr, accès à Machiavel et puis à Savonarola. De la même manière, d'ailleurs, qu'on va les retrouver soit dans les Médicis, soit dans l'autre série des Borgia. Mais, comment dire, il n'y a pas de recherche là, à mon sens, de crédibilité historique. C'est-à-dire que là aussi, on les voit du point de vue de ceux qui les emploient, à savoir les Borgia. Et finalement, c'est assez bizarre pour nous, qui les considérons comme des grands écrivains, des grands peintres, ingénieurs, etc., ou grands prédicateurs, et voilà. Finalement, ils ne sont pas si grands du point de vue des Borgia. Ils peuvent être dangereux, comme Savonarola. Donc, c'est des ennemis directs, mais finalement, on les voit un petit peu avec le recul, comme s'ils étaient tout petits, comme s'ils n'avaient pas de psychologie profonde. Et à mon sens, c'est assez surprenant et en même temps, ça restitue bien la manière dont c'est l'artiste, dont l'homme de foi, dont le penseur n'est pas au centre de l'échiquier politique, en fait. Donc, à mon sens, ça, c'est vraiment intéressant aussi dans la manière de traiter ces personnages. Oui, le même dans la série de Neil Jordan, ils sont personnages de contour, tous les trois. Mais le plus intéressant, je pense, c'est Machiavelli, qui a un dialogue très intéressant avec César, un dialogue qui peut-être avec un petit peu de vérisimilité, non? Mais dans la série de la BBC 1981, Savonarola, il n'y a pas, par exemple. Il est évoqué dans les premiers épisodes, il y a un prédicateur, mais ce n'est pas sûr que Savonarola même qui prédique contre l'Église et la corruption de l'Église comme ça, mais il n'est pas Savonarola. Par contraire, il y a Leonardo da Vinci en un petit caméo, mais c'est très intéressant parce que Leonardo da Vinci dans la série BBC, c'est un petit peu ridicule, c'est très vieux, pas vrai, dans les moments de la rencontre avec César, il est un petit peu asservi au service de César qui a nécessité urgente d'un instrument de guerre pour le siège de Forlì et d'autres cités. Et Leonardo est un petit peu au service de ces seigneurs très puissants et aussi un petit peu peur d'elle. Plus intéressant, c'est la figure de Machiavelli dans la série de la BBC aussi, parce que Machiavelli qui rencontre César dans le château de Urbino, ils ont un colloque de 2 minutes, mais après, nous pouvons voir dans la série Machiavelli qui écrive une lettre à Florence, il dit il est né un grand prince, que c'est une anticipation, bien sûr, des princes de Machiavelli. Merci mesdames pour l'évocation de la famille Borgia à travers différentes séries, Canal+, ou pour la BBC. Vous avez donné une bibliographie indicative que l'on retrouve sur notre site internet histoireensérie.com. Et puis j'invite les auditeurs et auditrices qui nous écoutent à s'abonner à notre fil Twitter @histoiresérie ou à rejoindre le groupe de l'émission Histoire en série pour suivre notre actualité et puis pour dialoguer avec nous, pour aussi échanger, parce que les émissions sont faites aussi pour qu'on puisse échanger à partant du point de vue des intervenants et intervenantes, comme on vient de le faire aujourd'hui sur les Borgia. Voilà, on vous retrouve bientôt, mesdames, pour le podcast Histoire en série, alors que ce soit des émissions en français d'ailleurs ou en italien. Voilà, merci à toutes les deux et à bientôt. Merci. À bientôt, merci.
Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.